Théo Bourgeron et je suis chercheur en économie politique et en sociologie et je vais vous parler de mon article d'avril 2020 dans le Monde diplomatique sur l'immunité collective. L'immunité collective, depuis quelques semaines, c'est une petite musique qui monte dans les pays développés. L'immunité collective, c'est un concept médical, mais dans le contexte actuel d'épidémie de coronavirus, ça désigne plutôt une méthode, une doctrine de gestion de la pandémie. Et c'est une doctrine qui est nouvelle et qui pose pas mal de questions. Moi, je vais essayer de répondre à 3 questions. D'où ça sort? Qu'est-ce que ça signifie des pays qui l'adoptent? Et à qui ça profite? Mais avant ça, il faut rapidement définir ce que c'est. Et pour ça, il faut en revenir quelques semaines plus tôt dans le pays qui a vu cette doctrine émerger pour la première fois au grand jour, c'est-à-dire le Royaume-Uni. Alors c'est le 12 mars 2020 que tout commence. Emmanuel Macron fait son discours télévisé qui va enclencher la procédure de confinement dans lequel il annonce déjà la fermeture des écoles. Le 12 mars 2020, c'est aussi le jour où Boris Johnson, le Premier ministre britannique, donne une conférence de presse à Londres dans laquelle il affirme au contraire que dans son pays, le Royaume-Uni, il n'y aura pas de confinement, pas de fermeture des écoles et même pas d'interdiction des grands événements sportifs type match de foot ou concert. Alors cette décision, au niveau européen, à ce moment-là, elle est plutôt atypique. Mais ce qui est intéressant justement, c'est de comprendre les justifications que vont fournir lors de cette conférence de presse les 2 experts qui encadrent Boris Johnson. Alors d'après la doctrine de l'immunité collective que le Royaume-Uni suit alors, il n'est pas souhaitable de réprimer la progression de l'épidémie dans la population britannique. Certes, si un confinement strict peut venir à bout du coronavirus pendant une certaine période au sein du pays, au sein du territoire, et on a vu que c'était le cas par exemple avec le confinement strict qui a été mené en Chine, le coût de ce confinement est jugé par ces experts trop élevé compte tenu du fait que le virus de toute manière continuera de circuler dans le reste du monde et pourrait par la suite réinfecter le Royaume-Uni, revenir au Royaume-Uni, recréer des foyers de contamination. Donc à partir de ce moment-là, plutôt que d'empêcher le virus de circuler, ce que préconisent les experts, c'est de laisser le virus circuler dans la population, mais d'en réguler la circulation. C'est pour ça que les experts britanniques recommandent de confiner les personnes âgées, de confiner les personnes à risque, mais de laisser le reste de la population contracter le virus, de sorte à ce qu'il développe ensuite ce qu'on va appeler une immunité collective au virus. À partir d'un certain seuil de contamination de la population globale, le Royaume-Uni pourra se réouvrir aux échanges internationaux sans craindre de foyers de contamination ultérieurs. C'est intéressant comme doctrine, mais évidemment, le problème c'est que pour atteindre ce seuil de l'immunité collective, il faut atteindre un certain niveau de contamination de la population, que les experts de ce même gouvernement estiment à au moins 60% de la population. Et c'est un minimum. 60% de la population, compte tenu du taux de mortalité du virus qu'on connaît à l'époque, ça implique entre 250 000 et 500 000 morts. C'est une perspective qui est perçue comme plutôt inhumaine. Et d'ailleurs, Boris Johnson, dans son discours, va conclure sa conférence de presse par l'expression suivante: Britanniques, il faut que vous vous attendiez à la perte précoce d'êtres aimés. Finalement, le gouvernement britannique finit par faire marche arrière. Après 11 jours de polémique et alors que les hôpitaux londoniens commencent à être saturés, le 23 mars 2020, Boris Johnson annonce un confinement total de sa population. Cependant, au cours de la même période, d'autres pays se sont mis à appliquer cette doctrine de l'immunité collective. C'est le cas par exemple de la Suède, des Pays-Bas, c'est le cas aussi des administrations fédérales des États-Unis, de Donald Trump et de Jair Bolsonaro au Brésil, qui ont d'abord été très réticentes à mettre en œuvre le confinement et qui ont par la suite poussé pour une réouverture le plus tôt possible de leur économie, quitte à se mettre en porte-à-faux avec leurs États fédérés. Là, on a expliqué ce que c'est que la doctrine de l'immunité collective. Maintenant, la question c'est d'où ça sort cette doctrine. Il y a un rapport de 2005 qui avait été écrit suite à l'épidémie de SRAS. Ce rapport, dans les préconisations qu'il faisait en cas d'une telle pandémie, il incluait comme mesure à prendre la fermeture des écoles, l'interdiction des grands événements, notamment des grands événements sportifs, et en cas de pandémie exceptionnellement grave, exceptionnellement contagieuse ou mortelle, qu'ils appelaient la quarantaine obligatoire et les couvre-feux. À partir de 2010, ces mesures disparaissent progressivement. Elles disparaissent au nom de 2 arguments principaux. Le premier argument, c'est la mondialisation. Dans le rapport de 2011, par exemple, ce rapport décrit le contexte des pandémies comme intrinsèquement lié au contexte de l'échange mondialisé dans lequel le Royaume-Uni joue un rôle proéminent. Avec des conséquences fortes, c'est que à partir du moment où le virus est hors de contrôle de son foyer initial, le virus est censé se répandre partout sur la planète et a fortiori dans les grands pôles mondiaux des échanges dont le Royaume-Uni fait partie. La circulation de masse globalisée propre au monde moderne permet au virus de diffuser rapidement à l'ensemble de la planète. Cela signifie qu'il est selon toute vraisemblance impossible de contenir ou d'éradiquer les virus dans leur pays d'origine
ou à leur arrivée au Royaume-Uni. Le deuxième argument qui émerge dans cette littérature au cours des années 2010, c'est l'argument de la fatigue sociale. Alors c'est un argument qui est surtout évoqué par les économistes comportementaux. On peut citer le cas par exemple de David Alpern, qui quelques jours après la conférence de presse de Boris Johnson va à la BBC pour faire une interview dans laquelle il justifie la doctrine de l'immunité collective. Il affirme que les Britanniques, s'il y avait un confinement dur, subiraient ce qu'il appelle une fatigue sociale. Alors, la fatigue sociale, qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée que certes, non seulement le confinement n'est pas souhaitable pour les raisons qu'on a évoquées précédemment, mais en plus, le confinement n'est tout simplement pas tenable. C'est-à-dire que la population britannique, ou la population dans son ensemble, soumise à des mesures d'ordre public extrêmes comme par exemple un confinement, finirait assez rapidement, après quelques semaines, par ne plus respecter les mesures, voire par se révolter, par sortir dans la rue, par recommencer à consommer, recommencer à travailler, etc. Donc c'est une vision qu'on retrouve au plus haut niveau des arguments qui sont évoqués ensuite. Par exemple, Boris Johnson fait un discours dans lequel il affirme qu'on ne peut pas empêcher les Britanniques de consommer. Il affirme qu'il existe en effet, je cite, un droit inaliénable et éternel du peuple britannique à aller au pub. Alors il y aurait une sorte d'homo britannicus qui nécessairement aurait besoin d'acheter de la bière, de sortir pour acheter de la bière, de sortir pour travailler dans les pubs et de sortir pour consommer. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve aux États-Unis avec par exemple ce discours de Donald Trump où lorsqu'il s'oppose au confinement, il affirme que ce pays, les États-Unis, n'a pas été construit pour le confinement. Donc là aussi, il y aurait des gens qui ont construit les États-Unis et ils les ont construits pour le commerce, pour l'ouverture des échanges. Le confinement irait contre la nature humaine des populations en question. Alors ça, c'est la strate, si vous voulez, scientifique, administrative, des justifications de la doctrine de l'immunité collective. Mais ce qu'il est intéressant de constater, c'est qu'au cours des années 2010, il se passe quelque chose en parallèle dans la politique britannique. C'est le Parti conservateur qui gouverne et tout au long des années 2010, le Parti conservateur va dériver vers la droite. Il va dériver du centre-droit de David Cameron jusqu'à ce qu'on va appeler Tufton Street. Donc Tufton Street, c'est une rue de Londres, dans le quartier de Westminster, où se trouve un ensemble de think tanks, une galaxie de think tanks de la droite radicale, qui vont tous avoir à peu près la même idéologie. Et c'est des think tanks qui ont en gros 3 points communs. Ils sont libertariens, ils sont eurosceptiques et ils sont climato-sceptiques. Et plus ça va, plus le Parti conservateur va dériver vers cette idéologie-là et va faire de ces think tanks-là, de Tufton Street, le cœur idéologique du Parti conservateur. Ces think tanks ont une politique sanitaire qui est assez spéciale, on va dire radicalement individualiste. Par exemple, en matière de vaccination obligatoire, bien avant la crise du coronavirus, ces think tanks-là recommandaient justement l'abolition de l'obligation vaccinale pour les enfants. Par exemple, on a un think tank qui est très prestigieux qui s'appelle l'Institute of Economic Affairs qui, en 2015, recommandait le remplacement de l'obligation vaccinale par un système d'incitation financière pour les parents qui accepteraient de faire vacciner leurs enfants. Donc si vous faites vacciner vos enfants, vous avez un crédit d'impôt. Pendant la crise du coronavirus, ces think tanks soutiennent assez rapidement la doctrine de l'immunité collective. Un exemple de ça, c'est l'éditorialiste Toby Young. Alors Toby Young, c'est quelqu'un qui est plutôt proche d'un point de vue politique de Boris Johnson. C'est aussi un éditorialiste de tendance libertarienne qui publie des positions assez fréquentes sur l'éducation, sur la liberté d'expression, etc. Toby Young prend position pendant cette crise du coronavirus contre le confinement et pour la doctrine de l'immunité collective, chiffrant à 30 000 livres sterling la valeur d'une année de vie supplémentaire d'un individu au Royaume-Uni. Il affirme que le coût du confinement, qu'il évalue aussi dans son article, est bien trop élevé compte tenu du gain en termes d'espérance de vie des personnes qui vont mourir du coronavirus. En effet, il affirme que ces personnes sont en majorité des personnes âgées et des personnes malades et que par conséquent leur espérance de vie est plutôt faible, ce qui fait que ça ne vaut pas le coup. Conclusion, le confinement n'est pas rentable, il vaut mieux réouvrir le pays et tant pis pour les personnes vulnérables. On vient de voir que la doctrine de l'immunité collective, elle inquiète les populations, elle inquiète les voisins. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que malgré tout ça elle est mise en œuvre ? En fait, à qui est-ce qu'elle profite ? Et ce qu'il faut noter, ce qu'il faut rappeler là, c'est qu'effectivement on n'est pas tous égaux, comme on l'a beaucoup dit, face aux pandémies. Donc non seulement la pandémie de coronavirus exacerbe les inégalités qui existaient déjà entre ceux qui vont avoir accès aux cliniques privées et ceux qui ne vont pas avoir accès à un respirateur s'ils tombent malades, mais surtout la catastrophe actuelle, à l'instar d'autres catastrophes type changement climatique ou catastrophe géopolitique, va renforcer une ligne de fracture au sein des acteurs économiques eux-mêmes, au sein des patronats, en l'occurrence des patronats britanniques, entre les acteurs économiques qui vont pâtir de la catastrophe, qui vont pâtir de la crise, et ceux au contraire qui vont être capables d'y résister, voire même d'en tirer profit. Si on prend par exemple le cas de la City, des marchés financiers britanniques, c'est très important au Royaume-Uni les marchés financiers. Alors ce qu'on observe, c'est que les marchés financiers type la bourse se sont effondrés à la suite de la crise. Certains acteurs, par exemple notamment les assurances, les fonds de pension ou les grandes banques, ont plutôt souffert de la pandémie, mais ce n'est pas le cas de tous les acteurs. Au sein du Royaume-Uni, il y a certains acteurs financiers qui
ont réussi à profiter de la pandémie. C'est le cas par exemple de certains hedge funds. C'est notamment le cas de Crispin Odey. C'est la 8e fortune de la City. C'est un fondateur de hedge fund, c'est aussi un grand donateur politique, c'est notamment l'un des principaux donateurs des campagnes du Brexit, des campagnes de Boris Johnson et de plusieurs think tanks climato-sceptiques, mais c'est aussi un grand bénéficiaire de la crise du coronavirus au Royaume-Uni. Alors que les marchés s'effondrent, son hedge fund Odey Capital Asset Management, spécialisé dans les événements extrêmes et les catastrophes, prend position contre les entreprises britanniques en les vendant à découvert. Bilan de l'opération, entre février et mars 2020, son hedge fund réalise un gain de 2,5 milliards d'euros. En fait, la crise du coronavirus met à jour l'émergence de certains acteurs économiques, de certains secteurs économiques qui sont capables de profiter des catastrophes. C'est ce que la journaliste et essayiste américaine Naomi Klein appelle le capitalisme des catastrophes. Lorsqu'un pays est confronté à une catastrophe, il y a deux choix qui se présentent. D'un côté, assumer le coût de la prévention, assumer publiquement le coût de la prévention de la catastrophe et des mesures nécessaires, donc par exemple le confinement, par exemple réduire les émissions de gaz à effet de serre, etc. De l'autre côté, laisser la catastrophe survenir et laisser aux acteurs individuels, à travers notamment le marché, de se partager les coûts et les profits individuels qui résulteront de la survenue de la catastrophe. La spécificité de ce que Naomi Klein appelle les capitalistes de la catastrophe, c'est que c'est des acteurs qui ont plus intérêt à ce que la catastrophe survienne parce qu'ils y sont immunisés ou bien qu'ils peuvent en profiter qu'à assumer le coût de la prévention de la catastrophe. Et ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est qu'on observe que les intérêts de classe qui fondent la politique britannique ont évolué en fait au cours des années 2010. Et un critère facile pour les observer, c'est par exemple les donations aux partis politiques britanniques qui reflètent bien les secteurs économiques que ces partis représentent. Et par exemple, un fait frappant, c'est qu'en 2011, le premier secteur économique en termes de donations au parti conservateur de David Cameron à l'époque, c'était le secteur des assurances. Donc on peut imaginer un secteur qui n'a pas forcément intérêt aux catastrophes. En 2019, pendant l'élection générale de 2019, le premier secteur en termes de donations au parti conservateur de Boris Johnson, c'était le secteur des hedge funds, dont par exemple Crispin Odey fait partie. Donc ça ne veut pas dire que les capitalistes de la catastrophe sont devenus une force électorale en soi, mais ils ont coalisé autour d'eux un ensemble de secteurs économiques, par exemple le secteur de l'énergie, par exemple dans le cas de cette crise le secteur pharmaceutique, par exemple le secteur de la construction, de sorte à pouvoir faire monter en puissance leur politique et la faire représenter au niveau du gouvernement avec par exemple la doctrine de l'immunité collective. Et en fait, on observe que c'est la même chose aux États-Unis. Il y a eu des manifestations anti-confinement qui ont eu lieu dans plusieurs États, plusieurs villes aux États-Unis, donc qui n'ont pas rassemblé grand monde. Généralement, c'était quelques miliciens en armes avec des grosses voitures. En fait, ces manifestations, elles ont été organisées et financées par certains groupuscules de droite radicale, de l'alt-right. Une des personnalités qui sont derrière ces manifestations, c'est par exemple le milliardaire américain Charles Koch. C'est un milliardaire qui a des opinions libertariennes, qui est aussi un grand soutien de Donald Trump. Charles Koch, c'est quelqu'un qui a fait fortune dans le secteur des énergies fossiles. On comprend bien que c'est quelqu'un surtout qui préfère largement les milliers de morts qui vont être causés par l'absence de confinement, par un confinement tardif, ou en l'occurrence par une réouverture précoce du pays, à la baisse de consommation des énergies fossiles qui résulterait d'un confinement trop prolongé et de la baisse de l'activité économique qui en résulterait. Là, on a vu le cas du Royaume-Uni, on a aussi vu un peu le cas des États-Unis. La question, c'est qu'est-ce qui se passe en France ? Alors, en France, si le gouvernement n'a jamais cru possible d'empêcher le développement de l'épidémie, il a néanmoins pris des mesures de confinement plutôt strictes à partir de la mi-mars 2020. Il faut dire qu'en France, les capitalistes de la catastrophe sont pour le moment moins puissants qu'au Royaume-Uni ou qu'aux États-Unis. D'autant que, après un mois de confinement, et contrairement à ce que disent les économistes comportementaux ou les intellectuels libertariens, les sondages montrent que les panels interrogés soutiennent toujours à plus de 80% les mesures de confinement et se déclarent même majoritairement opposés à la réouverture des écoles. Cependant, alors que le virus continue de circuler marginalement en France et fortement à l'étranger, la question va se poser. Comment aborde-t-on la deuxième vague ? La question se pose avec d'autant plus d'acuité qu'on entend déjà monter la petite musique de l'immunité collective chez certains éditorialistes. Ce qui montre qu'en France comme ailleurs, le débat autour de la doctrine de l'immunité collective ne fait que commencer.